Ma sœur avait toujours méprisé mon travail et disait que je ne serais jamais comme son mari qui avait réussi. Des années plus tard, lorsque son entreprise s'est effondrée, mes parents ont exigé que je vende tout ce que je possédais pour le renflouer. J'ai 32 ans et je dirige un atelier de fabrication métallique sur mesure, ce qui est apparemment la chose la plus embarrassante qu'un homme puisse faire, selon ma famille. Il y a 5 ans, j'ai épousé Élodie sous le grand chêne situé sur la propriété de ma grand-mère, en Dordogne. Nous avions tout organisé à notre goût, des bottes de paille en guise de siège, des fleurs sauvages un peu partout, et un espace barbecue qui embaumait toute la clairière d'une odeur incroyable. Mon équipe est arrivée en chaussures de sécurité. Les amis d'Élodie avaient apporté des desserts faits maison et portaient de légères robes d'été. C'était parfait. Ma famille, elle, a traité cet événement comme s'il s'agissait d'une corvée d'intérêt public. Mon père est arrivé dans sa Mercedes, consultant sa montre toutes les 5 minutes comme s'il avait un endroit bien plus important où se rendre. Ma mère affichait une expression douloureuse, calculant probablement mentalement combien nous avions économisé en évitant de louer un domaine privé. Ma sœur Béatrice est venue avec son mari, Rémi, tous deux vêtus comme s'ils se rendaient à un gala de grands patrons. La cérémonie s'est bien déroulée. Mon ami Benjamin était mon témoin. Et quand l'officiant a prononcé la formule classique demandant si quelqu'un s'opposait à cette union, Benjamin a fait semblant de tousser et a lancé « On ne peut pas passer directement au buffet ?» Ce qui a bien fait rire l'assemblée. Puis sont venus les discours. Benjamin est passé le premier et a raconté l'histoire d'une étagère en acier que j'avais soudée pendant nos études, qui s'était effondrée et avait failli assommer notre colocataire. Tout le monde a ri. Puis Rémi s'est levé. Mon beau-frère affichait cette mine hautaine qu'il prend toujours lorsqu'il se croit plus intelligent que les autres. De 4 ans mon aîné, il veillait à ce que chacun sache que ces années faisaient toute la différence. Il avait fait une grande école de commerce, travaillait dans la finance et gagnait de l'argent réel, pas de l'argent de poche provenant d'un atelier de métallerie. Il a levé son verre, et la foule a suivi. Pour être honnête, quand Béatrice m'a dit que son frère allait se marier, j'ai cru à une blague. Je pensais que sa seule véritable relation était avec son chalumeau de soudure. Quelques-uns de ses collègues de la finance ont ri. Mes amis, non. Élodie est très proche de la nature, a-t-il ajouté, sur le ton de quelqu'un décrivant une personne n'ayant pas compris le fonctionnement de la société moderne. C'est logique. Il travaille le métal, elle travaille la terre. Une union scellée dans un magasin de bricolage. J'ai senti la main d'Élodie se serrer dans la mienne. Elle souriait, mais je percevais la tension dans son regard. Rémi n'avait pas fini. Je me souviens quand Béatrice et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle me racontait que son frère passait des heures à bricoler des cartes et divers projets métalliques. Pendant ce temps, j'analysais les tendances du marché et gérais mon portefeuille d'actifs. Certains d'entre nous sont nés pour bâtir des empires, mais la société a besoin de tout le monde, n'est-ce pas? Il faut bien que quelqu'un fabrique les armatures des tables de notre conseil d'administration. Nouveau rire de son côté. Mon ami Sébastien a marmonné quelque chose qui aurait déclenché une bagarre si nous n'avions pas été à un mariage. Béatrice s'est alors levée à ses côtés. Je voudrais juste ajouter, a-t-elle dit d'une voix dégoulinante d'une gentillesse hypocrite, que je suis si fier de mon petit frère d'avoir trouvé quelqu'un qui apprécie son mode de vie si particulier. Élodie, tu es courageuse d'adopter cette vie rustique. Personnellement, je ne pourrais jamais me passer de mes séances hebdomadaires au spa et de mes virées shopping, mais j'admire ton dévouement à la simplicité. Quant au discours de mon père, il aurait tout aussi bien pu lire une liste de courses. Debout dans son costume de créateur à 1000 €, il observait les lieux comme si la vue lui faisait physiquement mal, livrant ce qui s'apparentait à un aveu de déception quant à mes choix de vie. Antoine a toujours suivi un chemin différent, a-t-il déclaré. Nous lui souhaitons le meilleur, ainsi qu'à Élodie. Ce soir-là, une fois que tout le monde fut parti et que nous rangions seuls, Élodie m'a rejoint près du grand chêne. Ils n'en valent pas la peine, a-t-elle murmuré. Je sais ce que nous construisons ici. C'est concret, et ça a de la valeur. Ils sont trop occupés à compter leurs points pour le voir. Elle avait raison. Mais debout sur ce qui aurait dû être la plus belle nuit de ma vie, je ne pouvais m'empêcher de penser que ma propre famille me considérait comme le raté de service, celui qui avait fait un mariage modeste et s'était résigné à une existence simple. Je ne le savais pas encore, mais ce discours allait s'avérer ridicule par la suite. Il pensait savoir qui j'étais. Il n'en avait pas la moindre idée.
3 ans après le mariage, notre vie avait trouvé son rythme. Je gérais l'atelier à plein temps, réalisant des travaux de métallerie sur mesure qui rapportaient suffisamment pour que nous n'ayons plus à nous soucier des factures. J'avais décroché des contrats avec quelques promoteurs immobiliers pour des garde-corps personnalisés et des éléments architecturaux. Le travail était régulier. Ce que ma famille ignorait, c'est que je menais des recherches en parallèle. Depuis 6 ans, soit bien avant de rencontrer Elodie, je travaillais sur un projet au fond de mon atelier. Je cherchais un moyen de traiter l'acier et l'aluminium au niveau moléculaire afin de les rendre plus résistants, insensibles à la corrosion et plus légers, le tout sans nuire à l'environnement. Tout avait commencé parce que j'en avais assez de voir les structures métalliques extérieures rouillées. J'avais commencé à lire des revues scientifiques, à contacter des professeurs en métallurgie et à faire des essais durant mon temps libre. Elodie, qui avait une formation en chimie environnementale, m'a aidé à comprendre l'aspect technique. En rentrant de son travail au Centre de préservation de la nature, elle me trouvait souvent couvert de limailles de fer et entouré de composés chimiques, tentant de résoudre l'équation. Après 4 ans d'expérience ratée et de pièces de test gâchées, j'ai enfin réussi. La formule fonctionnait. Le métal traité grâce à mon procédé devenait incroyablement plus solide et pratiquement inoxydable, tout en restant écologique. Je l'ai testé sous toutes les coutures, j'ai laissé des échantillons dehors pendant 2 hivers complets, je les ai soumis à des tests de brouillard salin et à des contraintes de déformation extrêmes. Le métal a résisté bien au-delà de tout ce que j'avais pu observer auparavant. Ainsi, il y a 2 ans et demi, j'ai pris une décision que je n'ai partagée qu'avec Elodie, j'ai déposé 4 brevets couvrant différents aspects du procédé et ses principales applications. Ensuite, j'ai créé une société par action simplifiée, SAS, réorganisé mes actifs pour me protéger juridiquement, et commencé à proposer cette technologie à des fabricants. J'ai nommé l'entreprise Titan Technologies. Je suis resté discret. Je ne cherchais pas à me cacher, je voulais simplement m'épargner les commentaires de ma famille pendant que je bâtissais un projet sérieux. La première année, rien ne s'est produit. La deuxième, un fabricant régional de revêtements s'est montré intéressé. À la 3e année, soit environ 6 mois avant que la situation ne bascule, je décidai de signer des accords de licence avec 2 entreprises solides, et la société était valorisée à environ 3,5 millions d'euros. Pas mal pour un homme qui soudait des garde-corps. L'argent généré par Titan Technologies était placé sur des comptes professionnels gérés par des experts en finance d'entreprise. Elodie et moi conduisions toujours nos vieux utilitaires et habitions la même maison. Rien ne laissait présager ce changement à l'extérieur. Pendant ce temps, ma famille menait sa vie idéale sur les réseaux sociaux. Rémi avait quitté son emploi salarié pour lancer sa propre société d'investissement. Il s'était lancé à corps perdu dans la promotion immobilière et les placements à haut risque, jouant l'agressivité là où les autres restaient prudents. Mon père parlait de lui comme s'il avait personnellement réinventé l'économie de marché. Béatrice s'était reconvertie en influenceuse à plein temps, publiant continuellement du contenu sur le luxe. Rémi était la star de ses publications, le brillant jeune investisseur qui bousculait les codes. Elle avait quitté son poste d'organisatrice d'événements dès que la société de Rémi avait décollé, décrétant que sa nouvelle carrière consistait désormais à documenter leur vie de rêve en ligne. Ils avaient acheté une immense demeure dans un quartier très huppé. Béatrice la montrait sans cesse, le dressing sur mesure pour ses sacs de créateurs, la cave à vin installée par Rémi, la salle de sport privée. Nous avons été invités à leur pendaison de crémaillère. J'ai failli refuser, mais Elodie m'a convaincu d'y aller. J'ai passé une semaine à fabriquer une table basse pour eux, une structure en acier sur mesure avec un plateau en verre trempé, toutes les soudures réalisées au chalumeau pour un rendu artistique, fini avec un thermolacage noir mat. J'étais fier de mon travail. Béatrice y a jeté un coup d'œil, et son sourire est devenu instantanément artificiel. « Oh, merci beaucoup », a-t-elle dit, avant de la poser dans un coin pour aussitôt l'oublier. La soirée entière s'est résumée à une démonstration de richesse. Béatrice traînait Elodie comme s'il s'agissait d'une œuvre de charité, la présentant à ses amies influenceuses sur un ton condescendant, « Voici ma belle-sœur, Elodie. Elle travaille dans la protection de la nature, c'est très noble de vivre de presque rien pour sauver les forêts. » Ces femmes dévisageaient Elodie de la tête aux pieds, observant sa robe simple et ses chaussures plates, avant de se retourner à nouveau vers Béatrice pour parler de la dernière collection Chanel. Rémi, quant à lui, m'a accaparé avec ses collègues de la finance durant une bonne partie de la soirée. À un moment donné, il m'a tapoté l'épaule, « C'est bien ce que tu fais, mon vieux. Un travail honnête.
Le monde a besoin de gens comme toi pour fabriquer le mobilier que nous installons dans nos bureaux. Le moment crucial s'est produit lorsque nous étions tous réunis dans le salon. Rémi pérorait sur une transaction majeure qu'il venait de conclure, parlant de vision à long terme et de sa capacité à distinguer les investissements d'avenir des secteurs moribonds. Béatrice, suspendue à son bras, rayonnait, « Mon mari est tellement brillant avec l'argent. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Je lui fais une confiance aveuglée, le laisse tout gérer. » Elle a regardé Élodie en prononçant ces mots. Puis Rémi s'est tourné vers moi, en parlant de vieux métiers. « Comment ça va à l'atelier, Antoine ? Tu fabriques toujours des boîtes aux lettres pour le voisinage. » Béatrice a ricané, « Oh, sois gentil avec mon petit frère. Il fait de son mieux. » Le salon s'est tu. Tout le monde nous regardait. Pendant quelques secondes, je suis resté sans voix, envahi par ce sentiment familier d'être la risée de la famille. C'est alors que la voix d'Élodie a résonné, nette et précise, « C'est toujours mieux que de flamber l'épargne retraite des autres. » Un silence de mort s'est installé. Le visage de Rémi est passé instantanément de l'autosatisfaction à une fureur contenue. Béatrice a eu un hoquet de surprise, portant la main à sa poitrine comme si elle avait été frappée. Ma mère m'a lancé un regard noir d'une rare intensité. Nous sommes partis peu après. Sur le chemin du retour, ma cousine Aurélie m'a téléphoné. C'était la seule personne censée de la famille, elle gagnait sa vie comme enseignante et se tenait sagement à l'écart des drames familiaux. « C'est étendu », a-t-elle dit. « En privé, je te conseille d'être prudent. J'entends des rumeurs. Rémi prend des risques inconsidérés. Certaines de ses affaires tournent mal. » Son avertissement restait vague, mais il m'a marqué. En nous éloignant de cette demeure sans âme, je décidai de rester sur mes gardes. J'avais le sentiment que Rémi ne bâtissait pas un empire, mais une bombe à retardement sur le point d'exploser. Une autre année s'est écoulée. La distance entre ma famille et moi s'est encore accrue. Nous ne recevions plus d'invitations à leur réception, ce qui était un soulagement. Les appels pour les fêtes étaient plus courts et forcés. Ma mère m'envoyait des messages pour me demander pourquoi nous ne venions jamais leur rendre visite, oubliant opportunément la tournure qu'avait prise notre dernière rencontre. À l'atelier, le rythme s'accélérait. Titan Technologies était passé d'un projet secondaire à une entreprise suscitant un vif intérêt dans l'industrie. J'avais embauché un directeur commercial à temps partiel, Nicolas, spécialisé dans les contrats de licence et le droit de la propriété intellectuelle. Nous étions en négociation avec un autre groupe industriel pour intégrer notre procédé à leur ligne de production. La valorisation de l'entreprise avait atteint 8 millions d'euros. 8 millions d'euros générés par un procédé développé au fond de mon modeste atelier. Tandis que ma famille me croyait occupé à forger des portails décoratifs, Élodie avait quitté son poste pour m'épauler à temps plein sur le plan technique. Comprenant la chimie mieux que moi, elle m'aide à affiner les formules et veiller à ce que nos critères environnementaux restent irréprochables. Nous formions une excellente équipe, comme toujours. Puis, un après-midi d'octobre, mon téléphone a sonné. C'était Aurélie, la voix tremblante d'inquiétude. « Antoine, tu es seul ? » J'étais dans l'atelier. « Oui, qu'est-ce qui se passe ? » C'est Rémi. Il a de très gros ennuis. Des ennuis potentiellement judiciaires. J'ai éteint ma meuleuse. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'étais chez tes parents hier soir. Ils pensaient que je n'écoutais pas, mais je les ai entendus au téléphone avec Béatrice. Antoine, Rémi a tout perdu. Pas seulement son argent, mais aussi celui de ses clients. On parle de plaintes et d'accusations de fraude. Mon estomac s'est noué. À quel point est-ce grave ? Des millions d'euros. Il a convaincu énormément de personnes d'investir chez lui, des amis de ton père, d'anciens camarades d'université, et même des proches de Béatrice. Il a pris tout leur argent pour faire un pari financier massif qui s'est effondré. Le projet immobilier était fictif ou le terrain était pollué, je ne connais pas tous les détails, mais il est totalement ruiné. J'ai repensé à tous ces discours condescendants sur sa prétendue vision d'avenir. Pourquoi m'appelles-tu pour me raconter ça ? La voix d'Aurélie est devenue plus basse, parce qu'ils vont s'en prendre à toi. J'ai entendu ton père le dire clairement. Il a dit, Antoine est le seul à posséder de vrais actifs. Il faisait référence aux terres de grand-mère et à ton atelier. Il a ajouté que tu devais cela à la famille. L'audace de cette déclaration m'a sidéré. Pendant des années, ils avaient traité mon travail comme un simple passe-temps et ma vie comme un lot de consolation.
Et maintenant que leur gendre idéal s'était écrasé, ce que j'avais bâti devenait soudainement précieux, se transformant en filet de sécurité pour la famille. Il ne peut pas être sérieux, ai-je dit. Il l'est tout à fait. Ta mère est effondrée. Elle répète que Rémi a fait une erreur et que la famille doit se serrer les coudes. Béatrice est en pleine dépression. Ils te voient comme leur unique issue. J'entends ta mère m'appeler, je dois raccrocher. Sois prêt, ils vont arriver. La communication a coupé. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Élodie alors que nous regardions le soleil se coucher sur la propriété. Ils vont débarquer ici, ai-je dit. Probablement avec des avocats pour exiger que je vende tout afin de réparer les erreurs de Rémi. Élodie est restée silencieuse un moment, puis elle a fait une remarque inattendue, je pense que nous devons avoir une discussion avant leur arrivée. À quel sujet? À propos de Titan Technologies, du portefeuille de brevets, et de la raison pour laquelle la situation de Rémi est encore plus ironique que tu ne le penses. Je l'ai regardé, perplexe. De quoi parles-tu? J'ai aidé Nicolas à suivre l'évolution du marché, à surveiller les mouvements dans le secteur des revêtements de matériaux, et à voir qui prenait des positions contre les nouvelles technologies. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un fichier. Rémi gérait un fonds spéculatif depuis 18 mois. Tu le savais? Un fonds spéculatif? Je croyais qu'il faisait de la promotion immobilière. C'est ce qu'il racontait à tout le monde. En réalité, il spéculait à la baisse sur des entreprises qu'il pensait vouées à l'échec. Elle m'a présenté l'écran pour me montrer un document financier. Devine quelle était sa position la plus importante? J'ai parcouru le document du regard, le nom du fonds de Rémi, la liste des actifs, et tout en haut, surligné en rouge, le pari le plus lourd qu'il avait engagé, une vente d'actifs massive contre Titan Technologies, mon entreprise. Rémi avait misé plus d'1 million d'euros, incluant l'argent de ses clients, sur l'échec de ma société. Il était si persuadé que son beau-frère, simple métallier, ne pouvait pas avoir conçu une technologie d'avenir qu'il avait misé toute sa fortune sur ma chute. Et lorsque Titan Technologies a décollé, sa position financière s'est effondrée, provoquant sa ruine. Il s'est détruit en pariant contre moi, ai-je résumé lentement. Exactement, a répondu Élodie d'une voix froide. L'ironie du sort est parfois incroyable. Je suis resté assis là, digérant l'information. Rémi, qui m'avait méprisé durant des années, avait littéralement joué son avenir sur mon échec, et il avait perdu. Est-ce qu'il sait que je suis le propriétaire de Titan Technologies? J'en doute. La société est enregistrée sous mon nom de jeune fille pour préserver notre tranquillité. Pour lui, Titan Technologies n'est qu'une start-up de matériaux surévalués dirigée par des inconnus. Il n'a aucune idée que c'est le beau-frère qu'il jugeait d'insignifiant qui a causé sa perte. Nous sommes restés silencieux tandis que l'obscurité s'installait. La mise en demeure est arrivée 4 jours plus tard par coursier, une enveloppe élégante portant le logo d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. La lettre stipulait qu'au vu de l'urgence familiale et de mes obligations morales, je devais coopérer pour vendre ma propriété afin de résoudre la crise financière de Rémi. On me laissait une semaine, faute de quoi ils engageraient toutes les procédures légales pour forcer la vente. Ils te menacent de poursuites pour t'obliger à vendre ta propre maison, a dit Élodie en lisant le courrier. Ont-ils seulement le droit de faire ça? Non, mais ils espèrent que tu l'ignores. Elle était déjà au téléphone, j'appelle notre avocat. Nous avions engagé Adrien 6 mois auparavant, lorsque les affaires de Titan Technologies avaient pris de l'ampleur. Bien qu'expert en droit des affaires et en propriété intellectuelle, il maîtrisait parfaitement le droit immobilier. Nous l'avons rencontré le lendemain matin dans son bureau pour lui exposer la situation, l'historique familial, la lettre de menace, et l'élément clé concernant Titan Technologies. Lorsqu'on en est venu au fait que Rémi avait spéculé contre mon entreprise, Adrien a éclaté de rire. Laissez-moi résumer, a-t-il dit en secouant la tête avec un grand sourire. Il s'imagine que vous êtes un artisan en difficulté possédant un terrain familial, alors qu'en réalité, vous possédez une entreprise de technologie évaluée à 8 millions d'euros contre laquelle votre beau-frère a parié. En réussissant, votre entreprise l'a ruinée, et aujourd'hui, ils exigent que vous vendiez un terrain qui est désormais un actif de votre société pour sauver l'homme qui a tenté de s'enrichir sur votre échec. C'est exactement ça. C'est incroyable. C'est comme voir quelqu'un se frapper lui-même au visage et vous accuser d'avoir le nez cassé. Il nous a expliqué que leur menace juridique ne reposait sur rien.
Le terrain avait été transféré à la structure de Titan Technologies 2 ans auparavant pour des raisons de protection juridique. Je ne pouvais pas le vendre de mon propre chef, même si je le voulais. N'importe quel juge rejetterait leur demande en quelques secondes. Que faisons-nous alors, ai-je demandé. Rien. Laissez-les faire le premier pas. Une fois le délai expiré, ils n'iront pas au tribunal car aucun avocat sérieux ne prendrait un tel dossier. Ils viendront en personne. Et ce jour-là, je veux être présent. Pourquoi? Parce que je ne manquerai ce spectacle pour rien au monde. La date butoir est passée. Le vendredi s'est déroulé sans nouvelles, et le week-end fut tout aussi calme. J'ai presque cru qu'ils avaient abandonné. Le lundi matin m'a prouvé le contraire. J'étais dans l'atelier, en train de programmer une tâche sur ma fraiseuse à commande numérique, quand j'ai aperçu 3 voitures s'engager dans la longue allée de la propriété, la Mercedes de mon père, la Lexus de Rémi qui paraissait moins rutilante qu'auparavant et un troisième véhicule inconnu. J'ai arrêté la machine, je suis retourné à la maison et j'ai trouvé Élodie près de la fenêtre, son téléphone déjà en main. Ils sont là, a-t-elle annoncé. Elle a appuyé sur une touche, Adrien, c'est le moment. Après une brève pause, parfait. À tout de suite. Elle a raccroché et m'a regardé, notre avocat sera là dans 20 minutes. D'ici là, écoutons ce qu'ils ont à dire. Les voitures se sont arrêtées et les portières se sont ouvertes. Mon père est descendu le premier, paraissant 10 ans de plus que dans mes souvenirs. Ma mère a suivi, les yeux rougis par les larmes. Béatrice est sortie de sa voiture, visiblement dévastée, suivie de près par Rémi, qui avait mauvaise mine, il avait manifestement perdu du poids et arborait des cernes profonds. De la troisième voiture est descendu un homme en costume sombre, une mallette à la main. Probablement leur avocat. Ils n'ont pas pris la peine de frapper. Mon père a poussé la porte de l'atelier et est entré comme s'il était chez lui, suivi par le reste du groupe. Je me tenais près de mon établi principal, Élodie à mes côtés. Nous n'avons pas bougé. Antoine, a dit mon père d'une voix tendue. Il faut qu'on parle. Vous avez fait beaucoup de route pour une discussion que nous avons déjà eue. La situation est dramatique, a-t-il poursuivi en essayant de garder un ton autoritaire qui sonnait désespérément faux. Rémi fait face à plusieurs poursuites judiciaires. Des charges pénales sont évoquées. Nous devons agir immédiatement. Il a sorti un dossier et l'a posé sur mon établi. Tout est là. Un compromis de vente. Nous avons trouvé un promoteur prêt à racheter la propriété. L'argent sera versé directement sur un compte bloqué pour régler les dettes de Rémi. C'est net, précis, et cela sauve la famille. Cela sauve la famille? Ai-je répété. Ou plutôt, cela le sauve, lui? Béatrice a fait un pas en avant, dépouillée de son arrogance habituelle. Elle suppliait, Antoine, s'il te plaît. C'est ton beau-frère. C'est la famille. Il a fait une erreur, mais tu ne peux pas le laisser aller en prison. S'il te plaît, je te le demande en tant que sœur. Il n'a pas fait une erreur. Il a fait une suite de choix désastreux. Leur avocat a raclé sa gorge, monsieur, vous avez une obligation morale et familiale évidente ici. La jurisprudence concernant le transfert de biens dans le cadre d'urgence familiale est bien établie. Vraiment? Ai-je répondu. C'est intéressant, car d'après ce que je sais, on ne peut pas vendre un bien que l'on ne possède pas. L'avocat a froncé les sourcils, la propriété vous a été léguée par la succession de votre grand-mère. Le titre de propriété est parfaitement clair. Elle m'a été léguée, en effet. Au passé. Le visage de mon père a commencé à s'empourprer. De quoi parles-tu? Arrête de jouer à ce jeu. Nous avons déjà vendu notre propre maison et cela n'a pas suffi. Ce terrain est notre seule issue. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a ajouté ma mère d'une voix brisée, après t'avoir élevé, tu nous devais bien ça. J'ai regardé Élodie, qui m'a adressé un léger signe de tête. Il était temps d'en finir. Élodie s'est avancée, je pense qu'il y a un énorme malentendu, a-t-elle dit d'une voix calme et ferme. Vous êtes parti de suppositions totalement erronées. Mon père s'est tourné vers elle, décontenancé. De quoi parlez-vous? Vous nous avez regardé et vous avez vu exactement ce que vous vouliez voir, un simple artisan et sa femme, sans ressources et facile à intimider. Elle s'est approchée lentement de l'établi et a posé sa main sur le dossier qu'ils avaient apporté. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne.
leur avocat est intervenu, madame. J'ai gardé mon nom de jeune fille, l'a-t-elle corrigé en le fixant du regard. Et en tant que juriste, je suppose que vous connaissez le droit des biens. On ne peut pas vendre ce que l'on ne possède pas. Le titre est au nom d'Antoine, a insisté l'avocat. Il l'était, a rectifié Élodie. Il y a 2 ans, cette propriété a été transférée à la société Titan Technologies en tant qu'actif professionnel. Antoine est le fondateur et l'associé majoritaire de cette entreprise, ce qui signifie que légalement, ce terrain appartient à sa société, et il n'est absolument pas à vendre. Un silence de plomb s'est installé. Mon père est resté bouche bée. Ma mère semblait perdue. Le visage de leur avocat a perdu de son assurance pour laisser place à l'inquiétude, mais c'est Rémi qui est devenu livide. Il me fixait, me regardant réellement pour la première fois depuis des années, et je pouvais voir la vérité faire son chemin dans son esprit. Titan Technologies, a-t-il prononcé d'une voix blanche. C'est exact, ai-je répondu. Tu en as entendu parler? Ce n'est pas possible. Tu es métallier. Je suis métallier, ai-je acquiescé. Et je suis aussi le fondateur d'une entreprise de traitement des métaux évaluée aujourd'hui à plus de 8 millions d'euros. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas, Rémi? Béatrice nous regardait tour à tour, le mascara coulant sur ses joues, de quoi parle-t-il? Rémi? Qu'est-ce qui se passe? Mon père a exigé des explications, qu'est-ce que ça veut dire, Rémi? Je me suis approché de mon établi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé à l'avance en prévision de ce moment. Il contenait des relevés financiers, des dépôts de brevets et un rapport trimestriel particulièrement révélateur. Il y a environ 6 ans, ai-je expliqué, j'ai commencé à développer un procédé de traitement moléculaire pour le métal. Il m'a fallu 4 ans pour le mettre au point. J'ai déposé des brevets, créé une entreprise en toute discrétion et construit un projet solide pendant que vous m'imaginiez en train de fabriquer des barrières de jardin. J'ai extrait un document spécifique du dossier et les brandis. Voici un relevé financier public de ton fonds d'investissement, Rémi. Il détaille tes principales transactions. Tu veux deviner quel a été ton plus gros pari? Il est resté muet, incapable de prononcer un mot. Tu as spéculé à la baisse contre Titan Technologies, y investissant plus d'1 million d'euros appartenant à tes clients. Tu étais tellement persuadé qu'il s'agissait d'une start-up sans avenir que tu as misé toute ta fortune sur sa faillite. J'ai reposé le document sur la table. Mais l'entreprise n'a pas coulé. Elle a réussi, et ta position financière a été balayée. Tu as tout perdu parce que tu as parié contre moi. Un silence de mort a de nouveau envahi la pièce. Les jambes de Béatrice se sont dérobées sous elle et elle s'est effondrée au sol en pleurant, non. Non. Ce n'est pas possible. Tu ne pouvais pas savoir que c'était sa société. Évidemment qu'il l'ignorait, a ajouté Élodie. Nous avions enregistré l'entreprise sous mon nom de jeune fille pour préserver notre vie privée. Pour lui, Titan Technologies n'était qu'une cible de spéculation de plus. Mon père a fini par retrouver sa voix, c'est impossible. Tu mens. Tu ne peux pas posséder une telle somme d'argent en vivant dans cette maison si simple. Oui, ai-je conclu. Parce que contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'exposer ma réussite pour exister. Je n'ai pas besoin d'une immense demeure pour prouver ma valeur. J'ai créé une entreprise qui produit de la valeur réelle, plutôt que de simplement brasser de l'argent. Rémi tremblait de tous ses membres. Béatrice était en proie à une véritable crise de larmes. Ce n'est pas réel. C'est toi qui devais avoir besoin de nous. À ce moment précis, une autre voiture s'est garée à l'extérieur. C'était Adrien, notre avocat, qui arrivait à point nommé. Il est entré, a observé la scène et a souri, « Je suis en retard ?» Ton timing est parfait, a répondu Élodie. Il a posé sa mallette et en a sorti ses propres documents, pour mémoire, je suis maître Adrien, représentant Antoine et la société Titan Technologies. J'ai examiné le courrier envoyé par votre cabinet. Il s'est tourné vers leur avocat. Vous êtes bien maître Briand, du cabinet Meunier et Associés? Ce dernier a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. Très bien. Dans ce cas, je vous informe directement que votre mise en demeure n'a aucune valeur juridique. Toute tentative de forcer cette vente sera immédiatement rejetée par un tribunal, et compte tenu des méthodes employées, je n'hésiterai pas à déposer une plainte pour harcèlement. De plus, a poursuivi Adrien en sortant une autre pièce du dossier, j'ai effectué quelques recherches sur la situation financière de Monsieur Rémi.
Son opération spéculative contre Titan Technologies ne relève pas seulement d'une mauvaise appréciation. Il existe des indices sérieux de fausses déclarations auprès de ses investisseurs, à qui il affirmait détenir des informations privilégiées alors qu'il ne s'agissait que d'un pari personnel. Cela s'apparente à une fraude financière. Rémi a laissé échapper un gémissement étouffé. Je n'ai pas encore transmis ces éléments à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a précisé Adrien. Je voulais d'abord vous laisser l'opportunité de partir dignement. Leur avocat rangeait déjà ses affaires dans sa serviette. Sans un mot de plus, il s'est dirigé vers la sortie. Ma mère a éclaté en sanglots, comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille. La famille ne passe pas 30 ans à vous faire sentir inutile. La famille ne parie pas sur votre échec pour ensuite exiger que vous vous ruiniez pour corriger sa propre bêtise. Je me suis dirigé vers la porte. Sortez de mon atelier. Sortez de ma vie. Personne n'a bougé dans un premier temps, stupéfait par ma détermination. Maintenant, ai-je insisté. Béatrice pleurait toujours au sol, Rémi a dû l'aider à se relever. Mon père a tenté une dernière approche, mon fils, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Des conséquences. Les conséquences de vos actes vous appartiennent désormais. Ils sont sortis lentement, l'attitude est faite. Les moteurs ont démarré, puis les voitures se sont éloignées. Je suis resté debout dans l'atelier, éprouvant une sensation que je n'avais pas ressentie depuis 30 ans, une immense liberté. Les semaines suivantes furent paisibles. Pas d'appel de colère, pas de message désespéré, seulement le silence. Adrien me tenait informé des développements juridiques. Rémi croulait sous les poursuites, 3 de ses principaux investisseurs avaient entamé des procédures civiles. Ces plaintes avaient attiré l'attention de l'AMF, qui avait ouvert une enquête sur ses activités financières. Son mariage avec Béatrice ne tenait plus qu'à un fil. Ils avaient déménagé dans un modeste appartement dans les quartiers populaires. Béatrice avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Mes parents avaient vendu leur maison à perte et loué désormais un petit appartement de banlieue. Mon père avait repris une activité de consultant dans son ancien cabinet, un emploi de complaisance octroyé par son ex-associé. Ma mère passait, semble-t-il, ses journées à pleurer et à se demander pourquoi je leur infligeais cela. Dans leur esprit, j'étais le coupable, le fils ingrat qui abandonnait les siens en période de crise. Pendant ce temps, Titan Technologies se développait rapidement. Nous avions signé un nouvel accord de licence avec un équipementier aéronautique régional désireux de tester notre procédé sur ses pièces. Un autre constructeur envisageait de l'appliquer à des composants automobiles. J'ai embauché 2 salariés à plein temps pour m'aider à gérer l'activité et j'ai aménagé des bureaux dans la grange attenante. Je tenais désormais des réunions professionnelles avec des partenaires qui me prenaient au sérieux. Les travaux de métallerie sur mesure sont passés au second plan, je ne conservais que quelques clients fidèles et des projets choisis, l'essentiel de mon attention étant tourné vers Titan Technologies. Élodie s'épanouissait pleinement. Excellent dans la partie scientifique, elle dirigeait désormais la recherche et le développement à plein temps. Nous concevions de nouvelles applications, déposions de nouveaux brevets, bâtissant un projet pérenne. Nous étions heureux, et l'absence du jugement constant de ma famille rendait notre quotidien d'autant plus serein. Un samedi après-midi, environ 6 semaines après cette confrontation, j'ai aperçu la voiture d'Aurélie remonter l'allée. Je suis allé à sa rencontre. Elle est descendue, l'air un peu intimidé, un plat à la main, je vous ai apporté des lasagnes, a-t-elle dit. Nous ne manquons de rien, ai-je répondu en souriant, mais entre. Nous nous sommes installés sur la terrasse. Après quelques banalités, elle en est venue au but de sa visite, le mariage de Béatrice et Rémi est pratiquement terminé, a-t-elle confié. Ils restent ensemble pour l'instant parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des avocats, mais elle lui en veut terriblement et lui reproche tout. Tes parents ont beaucoup de mal à s'en sortir. Ton père travaille sans arrêt et ta mère reste prostrée chez elle. Ils ne parlent pas de toi, mais je sais qu'ils y pensent constamment. Et Rémi. Elle s'est tue un instant. Il est brisé, Antoine. Vraiment brisé. Il sait qu'il s'est détruit tout seul parce qu'il était trop arrogant pour voir ce que tu construisais. C'est une bonne chose, ai-je répondu sincèrement. Ils aimeraient s'excuser, a poursuivi doucement Aurélie. Avec le temps, ils espèrent que si on te laisse de l'espace, tu finiras par revenir vers eux. Je ne le ferai pas. Je sais. Je leur ai dit, mais ils refusent d'y croire. Elle s'est levée. Je ne te demande pas de leur pardonner,
ni même de leur parler. Je voulais simplement que tu saches qu'ils paient le prix de leurs actes. Que cela t'importe ou non. Cela ne m'importe pas, ai-je répondu franchement. J'ai passé 30 ans à être traité comme un moins que rien. Ils ont passé 5 ans à faire comprendre à Élodie qu'elle n'était pas digne d'eux. Ils sont venus ici pour tenter de s'emparer de tout ce que j'ai construit. Je ne vais pas perdre le sommeil pour les conséquences qu'ils subissent aujourd'hui. Aurélie a acquiescé, c'est tout à fait compréhensible. Elle s'est dirigée vers sa voiture, puis s'est retournée. Quoi qu'il en soit, je suis fier de toi, de ce que tu as accompli avec Titan Technologies et de la façon dont tu leur as tenu tête. Il fallait du courage. Merci, Aurélie. Et j'aimerais que nous continuions à nous voir, si tu le souhaites. Je sais que tu fais partie de cette famille qui nous a fait du mal, mais tu es la seule à n'y être pour rien. Elle a souri, soulagée, et a démarré. Ce soir-là, Élodie et moi étions installés sur la balancelle de la terrasse. Mon téléphone a émis un signal de notification pour un email. En le lisant, j'en suis resté stupéfait. Qu'y a-t-il, a demandé Élodie. Titan Technologies vient de recevoir une offre de rachat. De la part de qui? Un grand groupe industriel de revêtements. Ils veulent nous racheter. J'ai relu le montant à 2 reprises pour m'assurer que je n'hallucinais pas, 20 millions d'euros. Élodie s'est figée, 20 millions d'euros? Tu es sérieux? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai contemplé la propriété, l'atelier où j'avais réalisé mes premières soudures, la maison où nous avions construit notre quotidien, ce terrain que ma grand-mère m'avait confié. Je veux y réfléchir, ai-je répondu. Mais je ne prendrai aucune décision en fonction de ce qu'ils pourraient en penser. Leur opinion n'a plus aucune importance. Nous sommes restés silencieux un long moment. Quelque part, ils devaient continuer à se dire que je finirais par céder, que la famille restait la famille. Ils se trompaient. 3 mois plus tard, je me trouvais dans une salle de réunion en ville, entouré d'avocats et de cadres dirigeants, pour signer l'acte de vente définitif. Nous avions accepté l'offre à hauteur de 20 millions d'euros, à la condition que je reste 3 ans à la tête du pôle recherche et développement pour continuer à élaborer de nouvelles applications. Les fonds ont été versés sur mon compte le lendemain. J'ai observé le solde sur mon téléphone durant de longues minutes. Une somme capable de changer une vie, de lever toute inquiétude matérielle pour toujours. Bien plus que ce que mon père avait gagné durant toute sa carrière. Et je l'avais obtenu grâce à cet atelier de métallerie qu'il qualifiait de simple passe-temps. Ma première action a été de solder définitivement tous les comptes liés à la propriété. Aucun prêt, aucune hypothèque, rien. La terre que ma grand-mère m'avait laissée m'appartenait désormais en propre, libre de toute dette. J'ai ensuite créé une structure de gestion pour en assurer l'entretien futur afin que personne ne puisse jamais y toucher, ni ma famille, ni d'éventuels créanciers, personne. J'ai également effectué un don important au centre de préservation de la nature où Élodie travaillait auparavant, car ils accomplissaient un travail concret pour l'environnement au lieu de se contenter de grands discours. Le reste des fonds a été placé dans des investissements destinés à générer des revenus réguliers sans exiger de gestion active. J'ai conservé l'atelier, continuant à réaliser les projets artisanaux qui me plaisaient, menant la même existence mais délivré de toute pression financière. C'est alors que les messages ont commencé à affluer, des parents éloignés perdus de vue depuis des années, de vieilles connaissances du lycée. Soudain, tout le monde souhaitait reprendre contact, affirmant avoir toujours cru en moi et exprimant leur fierté. J'ai ignoré la grande majorité de ces sollicitations, ceux qui comptaient réellement savaient déjà où me trouver. Mes parents n'ont pas cherché à me joindre directement, mais Aurélie m'a appris qu'ils étaient informés de la nouvelle. Ma mère avait pleuré de longues heures, et Béatrice s'était enfermée chez elle tout un après-midi. Un jour, alors que je travaillais dans l'atelier sur une rampe d'escalier sur mesure, j'ai entendu un bruit de moteur haut de gamme à l'extérieur. En levant les yeux, j'ai reconnu la Mercedes de mon père. Il était venu seul. J'ai un instant envisagé de ne pas sortir, puis je suis allé à sa rencontre. Mon père se tenait près de sa voiture, visiblement usée par les derniers mois. « Antoine » a-t-il commencé. Un long silence s'est installé entre nous. Il a observé la propriété, l'atelier, tous ces lieux qu'il avait méprisés durant des années. « J'ai commis une erreur » a-t-il fini par lâcher. Beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas répondu. Je pensais savoir ce qu'était la réussite, a-t-il poursuivi. Je pensais t'orienter vers une voie plus sûre.
Je pensais que Rémi avait tout compris et que Béatrice avait épousé l'homme idéal. Il a laissé échapper un rire amer. Je me suis trompé sur toute la ligne. Oui, c'est vrai. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-il dit. Je ne le mérite pas. Je voulais simplement que tu saches que je comprends désormais. Je vois ce que tu as construit, ce que tu as toujours construit, et je regrette de ne pas l'avoir compris plus tôt. J'apprécie tes paroles, lui ai-je répondu, mais cela ne change rien. Tu n'as pas simplement fait des erreurs, papa. Tu as passé ma vie entière à me faire sentir inutile. Tu as systématiquement choisi Béatrice et Rémi plutôt que moi. Tu les as laissés humilier ma femme le jour de notre mariage. Et tu es venu ici pour tenter de m'enlever tout ce que j'avais créé afin de le sauver de sa propre inconscience. Tu ne peux pas prétendre t'excuser aujourd'hui simplement parce que j'ai réussi. Tu ne peux pas te déclarer fier de moi maintenant qu'il y a de l'argent en jeu. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Son visage s'est affaissé. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Laisse-moi tranquille, désormais. Il faut que tu partes. Il est resté immobile un instant, semblant vouloir ajouter quelque chose, mais il n'y avait plus rien à dire. Il est monté dans sa voiture et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir sans éprouver la moindre émotion. J'avais passé 30 ans à chercher leur approbation, à tenter de prouver ma valeur. Tout cela était terminé. J'avais créé un projet solide qui nous survivrait. J'avais démontré ce que j'avais à démontrer, non pas à eux, mais à moi-même. Ma grand-mère m'avait confié cette terre en étant persuadée que j'en ferais quelque chose de significatif, et sa confiance était pleinement justifiée. J'avais pris son héritage pour en faire une réussite que personne n'attendait. J'avais choisi ma propre voie, construit mon existence, mené ma barque selon mes propres règles, et j'avais réussi.